Hassan Lakeoul, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, Hassan Lakeoul, est-ce que vous pourriez vous présenter? Ouais, Hassan Lakeoul, 27 ans, et je suis secrétaire général des Jeunes communistes. Qui êtes-vous, Hassan Lakeoul? Qui est ce secrétaire général des Jeunes communistes? Un Toulousain, un gars du Sud, prêté à Paris mais sans option d'achat, le temps de mon mandat. Et de métier, je suis assistant social et j'ai adhéré chez les Jeunes communistes et au PCF en 2012, donc il y a maintenant 12 ans. Pourquoi avoir adhéré aux Jeunes communistes? J'ai adhéré en 2012 parce que j'étais au lycée, je commençais à m'intéresser à la politique. Et puis il y avait un gars qui montait à gauche, une figure dont on entendait de plus en plus parler, qui s'appelait Jean-Luc Mélenchon, et que je trouvais très bon. Je trouvais qu'il incarnait vraiment des valeurs intéressantes, et puis une bataille, une lutte contre l'injustice, contre la loi de l'argent. Et moi j'étais jeune, ça me parlait. Donc j'ai adhéré à l'époque chez les Jeunes communistes parce que en fait, il venait de partir du PS peu de temps, quelques années après, 3 ans avant, et il avait pas vraiment encore de parti, il avait un tout petit truc qui s'appelait le Parti de gauche, mais en 2012, c'est les communistes qui font sa campagne, et donc j'ai naturellement adhéré dans l'organisation qui faisait la campagne de Mélenchon, c'était les Jeunes communistes et le PCF, et puis petit à petit après, disons que le Mélenchon de 2012 n'est pas le même que le Mélenchon de 2024, et donc très vite, je me suis rendu compte que j'étais à ma place chez les communistes, et puis après, voilà, l'histoire a fait le reste, et là, aujourd'hui, il y a une voix à gauche qu'on n'entend pas, une voix d'une gauche populaire, une gauche authentique, une gauche qui se bat pas pour des combats individuels ou pour des batailles personnelles, une gauche du monde du travail, une gauche qui a pas de sujet tabou, qui parle de laïcité, de sécurité sans problème, et je crois que c'est la gauche incarnée par le PCF, et donc je vois que 12 ans après, je me suis pas trompé. J'avais fait le bon choix en adhérant au Parti communiste. Alors justement, j'aimerais y revenir sur cette scission entre Jean-Luc Mélenchon et le PCF. Fabien Roussel a énormément été attaqué, notamment par son propre camp. Par son propre camp, j'entends la NUPES, son ancien camp, ou du moins le camp dont il faisait partie. Comment est-ce que vous avez vécu, vous, en tant que communiste, ces attaques de votre propre camp? C'est dur, puis ça fait bizarre, parce que, comme je dis, voilà, moi je me suis engagé à la base pour Jean-Luc Mélenchon. Je me souviens de passer des soirées entières à coller des affiches, distribuer des tracts. Et puis, ça fait bizarre, voilà, de voir autant de monde occupé à marquer des buts contre leur camp, alors que le camp d'en face est tellement fort et tellement agressif que la période devrait nous amener au respect mutuel et à essayer de travailler une unité dans les luttes et une manière d'obtenir des victoires en respectant les composantes de toute la gauche. Et aujourd'hui, il y a malheureusement une volonté assez hégémonique chez la France insoumise qui a du mal à respecter ses partenaires. Où on voit, ça a été d'abord nous tout seuls, c'était les gentils de la gauche qui veulent l'unité contre les méchants communistes qui veulent faire les choses dans leur coin. Et puis on voit que maintenant, les insoumis sont très en colère aussi contre les socialistes, contre les écolos. Moi, je crois qu'ils ont du mal à travailler avec d'autres personnes, quoi. Et puis je pense qu'ils ont une recherche permanente de la radicalité et ils essayent d'incarner une manière de faire de la politique qui est la plus radicale possible. Je sais pas si c'est la bonne méthode. J'ai l'impression que parfois ils partent du principe que toute la France est anticapitaliste, que toute la France est très engagée pour le féminisme, que toute la France est très antiraciste, antifasciste, mais je crois que c'est pas le cas. Peut-être que dans les grandes villes, et encore, peut-être que dans les grandes facs du pays, il y a une base pour mener ces combats avec virulence et avec une certaine radicalité. Mais je crois que quand on est de gauche, et en tout cas c'est mon cas quand on est révolutionnaire, on est condamné à être majoritaire. Et donc pour ça, il faut s'adresser à tout le pays, et pas qu'aux convaincus. Et donc moi j'assume d'incarner une gauche qui parle à tout le monde, qui parle y compris à des gens qui envisagent de voter Bardella. Parce que c'est eux qu'il faut aller chercher. Moi, ça m'intéresse pas d'aller prendre 1000 électeurs au Vert, 1000 électeurs aux socialistes, 2000 à la FI. Moi, j'aimerais bien qu'on arrive à tous progresser. Et de toute façon, soit c'est ça, soit on va vers une marginalisation de la gauche. Et ça, c'est un vrai risque. On va y revenir à ça, mais vous avez dit quelque chose de très intéressant. Vous avez dit « je suis révolutionnaire ». Ça veut dire quoi, être révolutionnaire? Ça veut dire vouloir changer un peu la manière dont tourne le pays. Vouloir changer radicalement la manière dont tourne le pays. Et que ce soit pas les mêmes qui gouvernent, que ce soit pas... Nous, on dit qu'il y a une classe sociale qui dirige le pays, on considère que c'est une classe qui possède les grands moyens de production, donc
Je pense au PDG de Carrefour, au PDG de Lactalis, aux grands patrons du CAC 40, quoi, qui sont propriétaires de ce qu'on fabrique, de ce qu'on produit. Et puis, il y a une autre classe, un autre monde. C'est le nôtre, c'est le monde du travail, c'est les gens qui bossent, c'est la France qui se lève tôt, c'est les gens c'est les salariés, les ouvriers, les employés, aussi les cadres, aussi les indépendants. Voilà. Tous ces livreurs Uber aussi, c'est pas des salariés, mais je pense aussi à eux. C'est toute finalement cette France du travail qui, pour moi, doit décider. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. On a une minorité qui décide et qui impose des choses pour la majorité. Et être révolutionnaire, c'est dire qu'il faut que ça s'arrête. Et que le monde du travail puisse reprendre le pouvoir. Qu'il puisse y avoir un droit de veto des salariés dans l'entreprise, qu'on puisse demander aux chauffeurs de bus comment ils pensent que doit se passer l'avenir des transports dans sa ville, que l'ouvrier de Renault il puisse imposer aux actionnaires que la prochaine voiture électrique elle soit produite en France et pas en Chine. C'est ce genre de choses. C'est reprendre la main sur ce qu'on produit, reprendre la main sur notre démocratie, reprendre la main sur le pays. Et pour moi, c'est ça, c'est que la majorité puisse décider et la majorité puisse bénéficier de ce qu'elle produit. Pour résumer et caricaturer un peu, ce serait tous contre ceux qui possèdent l'ensemble des capitaux. Ouais, on peut le dire comme ça. C'est, en tout cas, c'est de se dire que la majorité doit décider. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Et il y a une hyper concentration de l'argent et du capital dans quelques fortunes. Et on le voit d'ailleurs, c'est une des explications aussi de la crise des agriculteurs, où il y a de plus en plus un modèle avec moins de fermes, mais par contre des grosses fermes-usines, quoi. Et quand on est un petit, c'est très difficile. Quand on est un immense agriculteur, on capte beaucoup les subventions de la PAC, on bénéficie de beaucoup d'aides, on a aussi des frais moins élevés, parce que forcément quand on a des gros hectares, c'est plus facile que quand on a une petite ferme. Et donc, petit à petit, ceux qui étaient agriculteurs hier deviennent salariés agricoles. Et donc, là, c'est un exemple parfait, quoi. Ils avaient leur bout de terrain, ils étaient propriétaires de ce qu'ils produisent. Et demain, ils tombent dans le salariat et ils deviennent finalement des gens dont la force de travail est exploitée au service de grands propriétaires. Et nous, c'est ça qu'on veut changer, quoi. Donner le pouvoir aux travailleurs. Et est-ce que cette vision sociale, elle n'est pas un peu dépassée? J'entends par là que les strates sociales sont multipliées, les classes sociales sont multipliées. Autrefois, il y avait effectivement les patrons face aux employés, face aux ouvriers. Aujourd'hui, il y a une multitude de strates qui sont déployées. Au final, les intérêts aussi divergent selon la classe sociale à laquelle on appartient. Il n'y a plus justement cette bipolarité qu'il pouvait y avoir à une certaine époque. C'est vrai aussi parce que cette analyse, c'est une analyse née à la période de la révolution industrielle, c'est d'une Karl Marx, voilà. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore d'actualité. Cette question de l'accaparation du capital par une minorité, la concentration du pouvoir chez les puissants, ça c'est encore d'actualité. Et c'est vrai qu'il y a plein de classes sociales qui d'ailleurs existaient déjà à l'époque, mais peut-être qu'aujourd'hui il y a moins de polarisation. Mais je crois quand même que c'est l'exemple avec les agriculteurs, où un agriculteur, finalement, ça peut être aussi un petit patron. Mais on voit que la tendance économique et la tendance du capital est de repolariser. Parce que le petit patron d'aujourd'hui devient le salarié de demain. Et on peut prendre, j'aime bien prendre souvent cet exemple, ce cher artisan kebabier du coin de la rue, qui pour le coup est aussi un petit patron, qui a son kebab et il est souvent patron salarié. Sauf que c'est de plus en plus dur d'avoir des boutiques indépendantes, ce genre de choses. Et il y a une espèce d'hégémonisation de la manière de faire de la restauration. Et donc le petit propriétaire d'un resto demain va avoir tendance à se faire écraser par des grosses chaînes, par des centres commerciaux, et finalement va devenir un salarié. Donc on voit que il y a un modèle économique aujourd'hui qui tend à revenir à ce qui se faisait au 19e. Et il y a une concentration du capital qui fait que je pense que c'est toujours d'actualité. Et est-ce que c'est pas aussi l'effet de la mondialisation? Parce que ce petit maître kebabier dont vous parlez, c'est un exploité, mais c'est aussi un exploitant, puisqu'il exploite une main-d'œuvre à l'étranger qui est encore moins chère que lui et qui gagne moins bien sa vie, encore moins bien sa vie que lui-même. Ouais, il peut y avoir ce genre de choses. Après, comme c'est un exploitant qui travaille et qui produit aussi de la richesse, c'est pas tout à fait la même chose, mais je pense qu'il y a ce modèle capitaliste, voilà, vous parlez de la mondialisation, je pense que il y a quand même beaucoup de gens qui se rendent compte
que on pourra pas continuer comme ça éternellement, quoi. On le voit avec les crises sociales, avec l'inflation, avec le fait qu'on a de plus en plus de mal à subvenir à ses besoins. On a de plus en plus de mal à vivre de son travail. Et en plus, la planète nous dit tous les jours qu'on va pas pouvoir continuer comme ça. Donc, à mon avis, je dis pas que les gens sont tous communistes. Ce que je dis, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui sont en mode, il va falloir inventer quelque chose d'autre. Donc, c'est là où nous, on a un projet à proposer et qu'on essaye d'être le plus audible possible, faire de la politique autrement, réussir à incarner une alternative crédible. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Et je pense que c'est en essayant de s'adresser au plus grand nombre qu'on y arrivera. Alors justement, j'aimerais bien revenir sur votre projet et faire un parallèle avec ce que vous disiez tout à l'heure sur la stratégie électorale de LFI. LFI multiplie les combats sur ce qu'ils appellent l'intersectionnalité des luttes, donc ils multiplient le nombre de luttes. Et j'ai l'impression qu'au final, vous revenez sur les fondamentaux qui sont d'abord la lutte sociale et qui sont d'abord effectivement les possédés contre les possédants, plutôt que de multiplier les différentes strates de lutte. Est-ce que j'ai tort ou est-ce que mon analyse est quand même viable? C'est viable peut-être avec des nuances. Nous, on n'oppose pas les luttes. Et je pense que finalement, si l'intersectionnalité, c'est de dire que il y a des luttes communes entre ceux qui sont d'une classe sociale exploitée, les salariés, les travailleuses, les travailleurs, et les femmes qui elles aussi subissent une forme de domination causée par le patriarcat, et aussi les personnes issues de l'immigration, les personnes de couleur, voilà, qui subissent aussi une autre forme de domination et que finalement, il y a certes le combat contre le capitalisme, mais il y a aussi d'autres formes de domination. Si c'est ça, nous, il n'y a pas de problème. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se revendiquent de l'intersectionnalité, qui en fait n'en font pas, qui hiérarchisent les luttes et qui, je crois, se perdent dans la recherche du plus petit dénominateur commun pour mener les combats. Et ça, je crois que c'est une erreur. Et ça va avec ce que je disais au début sur la radicalité. C'est de dire que on va chercher le combat le plus radical possible, on va chercher chercher le plus dénominateur commun, segmenter les luttes, et ça je trouve que c'est pas intéressant et qu'on y perd. Moi au contraire, je pense que il faut qu'on arrive à faire en sorte que tout le monde puisse se revendiquer féministe, que tout le monde puisse se revendiquer antifasciste, tout le monde puisse se revendiquer antiraciste. Et ça, peut-être que ça passe pas par faire des grandes manifs nocturnes encagoulées, ça passe pas par flouter ses photos sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Je pense que ça passe par un combat le plus large possible, faire en sorte que ces combats soient cool, que ce soit facile de se les approprier, et voilà, et réussir à incarner un projet de société qui fasse envie. Je pense que c'est ça, et c'est ce qu'on essaye de faire. C'était ça, la France des jours heureux de Fabien Roussel, c'est faire de la politique, c'est pas que chiant. C'est aussi des belles perspectives, c'est aussi un projet de société, c'est aussi essayer de faire un peu rêver les gens, quoi. Je pense que c'est ça, tout en étant concret. Et justement, en parlant de Fabien Roussel, il a brisé certains tabous, si je puis dire. Il a parlé d'immigration. Chose que la gauche s'interdit depuis un petit moment déjà, depuis quelques années, de parler d'immigration. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être de gauche et souligner qu'il y a un problème d'immigration? Bah, je pense, parce que après, moi, je dis surtout qu'il y a un problème de l'accueil, parce que je pense que être de gauche et ne pas vouloir planifier organiser l'accueil finalement, je pense que c'est faire une erreur. Mais d'ailleurs, ceux qui veulent ne jamais parler d'organiser l'accueil des personnes migrantes, c'est l'extrême droite en premier. Et eux, quand ils nous disent rien mettre en place, juste fermer les frontières, finalement, quelque part, ça veut dire qu'ils souhaitent laisser faire un peu ces squats, tous ces gens qui dorment dans des tentes à la chapelle, ce genre de choses. Finalement, l'extrême droite sur l'immigration, c'est la chienlit, quoi. C'est laissons faire un peu le bordel. L'extrême droite, c'est le bordel sur l'immigration. Nous, on dit qu'il faut planifier l'accueil. Il faut planifier la construction d'hébergements d'urgence. Il faut planifier l'ouverture de centres de santé pour que les personnes qui arrivent puissent avoir accès à des soins. Et surtout, et c'est peut-être l'originalité à gauche, nous, on est convaincus de l'inclusion, de l'intégration par le travail. Et parce que de toute façon, quand je disais que j'étais assistant social, quand je bossais dans le droit des étrangers, les gens, ils nous disent qu'ils veulent bosser.
Ceux en tout cas qui veulent rester ici. Parce qu'il y en a qui viennent pour aussi avoir accès à des soins dont ils n'ont pas accès dans leur pays et qui n'ont pas vocation à rester, qui nous disent qu'après ils souhaiteront retourner chez eux. Mais ceux qui souhaitent rester là, qui veulent bosser, ben, faut réussir à les intégrer par le travail. Donc leur permettre d'avoir accès à des formations, leur permettre d'avoir accès à du boulot. Et c'est là où on revient sur notre projet économique, de réindustrialiser la France, de retrouver notre souveraineté. Et ça passe par le travail. Mais c'est vrai pour l'immigration, c'est vrai sur plein d'autres choses. Mais en tout cas, nous, on dit qu'il faut organiser l'accueil et qu'il faut aussi avoir des vrais projets de coopération avec les pays en voie de développement, les pays développés, pour que ces gens qui viennent pour chercher du travail en France puissent aussi bosser chez eux. Parce que c'est jamais un plaisir de partir. Ceux qui abandonnent leur famille, leurs biens, leur entourage, et qui prennent tous les risques, qui risquent leur vie, qui en partie meurent dans la Méditerranée, qui passent par des parcours migratoires horribles. Je pense à toutes les femmes aussi qui sont enrôlées dans des réseaux de prostitution. Ils migrent jamais par plaisir. Et donc c'est un vrai sujet ça, de dire comment on fait aussi pour que ces pays se développent. Mais sans tomber dans une espèce de logique post-coloniale où nous on va aller leur dire faites comme ci, faites comme ça. C'est pas ça. Mais je pense qu'il y a un sujet à comment on parle de développement de ces pays, mais sans le faire à l'ancienne, en préservant les intérêts des entreprises françaises en Afrique ou en Asie. Voilà. C'est réussir à continuer l'aide-au-développement, mais pour que les pays puissent se développer en respectant leur souveraineté, en décidant eux-mêmes de la manière dont ils veulent se développer. Ça, c'est un sujet. Bien accueillir et aider les pays du Sud, des Suds, à se développer. Mais est-ce que l'immigration, c'est pas le meilleur arme, le meilleur atout du capitalisme? Si, par ailleurs. Par ailleurs. Et je le dis parce que Georges Marchais a beaucoup été caricaturé, on l'a utilisé pour le retourner contre nous. Mais ce que disait Marchais, je pense qu'il est toujours vrai, c'est qu'il dénonçait toute une immigration organisée par et pour le patronat, pour mettre en concurrence des travailleurs français avec des travailleurs immigrés. Qui étaient payés moins cher. Qui étaient payés moins cher. Et c'est les mêmes logiques que la délocalisation, finalement. Et c'est les mêmes logiques que l'Union européenne qui met en concurrence les travailleurs entre eux. C'est ça que dénonçait Marchais. Et ça, je pense que c'est toujours d'actualité. Il y a toujours un patronat qui organise des filières d'immigration de manière indirecte, mais pour mettre en concurrence les travailleurs, pour pouvoir dire aux Français, notamment celles et ceux qui se syndiquent ou celles et ceux qui s'engagent pour leur salaire, pour leurs conditions de travail, pouvoir leur dire, mais tu sais, si t'es pas content, il y a toute une main-d'œuvre moins qualifiée qui, elle, va être d'accord pour venir bosser avec moins de droits que toi. Et donc, nous, contre ça, c'est pour ça qu'on est très attaché à la régularisation des travailleurs sans papier, pour qu'ils puissent avoir les mêmes droits que les travailleurs français. Comme ça, on coupe cette concurrence. Mais c'est sûr qu'il y a toute une partie du patronat qui a intérêt à l'immigration, qui l'organise pour mettre en concurrence les travailleurs français et les immigrés. Au final, c'est le patronat qui divise pour mieux régner, qui met en concurrence les pauvres et les pauvres. C'est ça. Et c'est ça que dénonce Marchais. C'est d'ailleurs un phénomène qu'on peut surtout voir dans la restauration, où au début, en backstage, donc je parle surtout en coulisses de restauration, donc dans les métiers très difficiles comme la plonge ou la cuisine en tant que commis, on voyait surtout une immigration subsaharienne et africaine du Nord au début, et aujourd'hui, c'est beaucoup plus du continent indien. Bah ouais, la restauration, c'est un bon exemple. L'hôtellerie, voilà, il y a beaucoup de secteurs qui sont censés être des secteurs en tension, d'ailleurs. Mais sauf que comme il y a une main-d'œuvre sans papier exploitée, de fait, c'est des secteurs qui sont plus en tension. Donc bon, là aussi, il y avait toute une hypocrisie là sur les débats sur la loi immigration, sur la définition de ces secteurs en tension. Mais oui, c'est clair, restauration, hôtellerie, beaucoup de métiers de service aussi où il y a une immigration organisée par le patronat pour mettre en concurrence les travailleurs, c'est certain. Alors, question un peu perso, mais vous en avez fait de la restauration? Non, moi j'ai fait un peu de caisse. Pour payer mes études, je bossais, je fais un peu de caisse, un peu de mise en rayon, un peu de colonie de vacances. Mais non, moi j'ai pas fait de restauration, j'étais trop mauvais pour. Si, j'en fais un peu à la fête de l'UMA. Quand je file un coup de main sur les grands stands, je pense au stand du PCF de Haute-Garonne, où on fait un peu de service, mais je suis trop nul. J'arrive pas à me concentrer sur les commandes et à la fois faire gaffe à que là-bas ils en sont aux entrées, là non. J'ai un cerveau qui est pas fait pour ça. Je posais la question dans un sens, c'est par rapport au secteur en tension, ce qu'on appelle les secteurs en tension.
alors, il faut aussi parfois prendre le problème à l'envers. Ils sont en tension parce qu'effectivement, les horaires sont énormissimes. Parfois, c'est du 39 heures sur le papier, mais on fait des 45, 50 heures par semaine pour être payé au final très peu. Il y a aussi un problème de revalorisation des salaires, surtout dans ce genre de métier. C'est pas forcément, s'il n'y a pas de demande pour ce genre de métier, alors qu'il y a une énorme offre, peut-être aussi que le salaire ne va pas. Ah ben c'est clair. Et je pense que dans beaucoup de métiers comme ça en tension, ou des métiers qui font plus trop rêver, il y a quand même tout un sujet pour rendre attractifs ces boulots. Parce que derrière, c'est des choses dont on a besoin. Je pense effectivement au métier de la restauration, mais on peut penser aussi à beaucoup de métiers de la fonction publique. Les profs, on voit qu'il y a de moins en moins de monde qui veut faire prof. En vrai, policiers aussi, hein. Policiers, ou les bosser à l'hôpital, les métiers du soin, de la santé, il y a de moins en moins de monde qui est attiré par ces boulots. Mais c'est parce qu'ils sont mal payés, et parce qu'aussi, je crois, il y a une perte de sens au travail. Je pense qu'il faut qu'on puisse retrouver de la dignité au travail. Ça, tout le monde nous le dit. Même chez les jeunes. Tout le monde nous dit, ben moi, mon boulot, j'y mets pas forcément de sens, et puis en plus, je suis mal payé, et moi, juste venir, exécuter, rentrer chez moi, ça m'intéresse pas. Donc, je pense que, contrairement à ce que beaucoup essaient de nous faire croire, on n'est pas une génération qui veut plus bosser, une génération de feignants, c'est pas vrai. On est une génération qui veut mettre du sens à son travail. Et ça va avec ce que je disais au début, de remettre en cause les logiques capitalistes, où on est juste au service d'un patron pour rendre des actionnaires rentables. Je pense qu'il faut vraiment repenser le travail. Ça, c'est central à gauche. Et de se dire que on doit pouvoir vivre de son travail et pas, par exemple, d'allocation. Ça, c'est un vrai projet, quoi. Pas parce que les gens qui sont en galère entre deux boulots, parce qu'ils se sont fait virer, ou parce qu'ils entament une formation, il faut pas les aider, c'est pas vrai, c'est pas ça. Juste de dire que le RSA, les allocations chômage, c'est pas notre projet de société. Bien sûr que c'est des filets de sécurité. Mais nous, notre projet de société, c'est le travail. Et c'est que tout le monde puisse vivre de son travail, vivre dignement, et mettre du sens à son boulot. Donc ça veut dire avoir son mot à dire sur la manière dont on produit, avoir son mot à dire sur l'avenir de la filière, avoir son mot à dire sur le quotidien, voilà, avoir du temps même qui soit aménagé pour qu'on puisse se réunir entre collègues, pour causer, voilà. Je pense que ça, c'est central. Justement, par rapport au travail, à droite surtout, et même de plus en plus dans la gauche libérale, on dénonce ces aides sociales. Est-ce que pour vous, les aides sociales aujourd'hui qui sont données en France sont suffisantes? Ou est-ce que, comme vous l'avez dit, on peut aujourd'hui considérer une aide sociale comme une finalité en soi? Il y a souvent une comparaison qui est faite entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas et qui perçoivent des aides sociales et qui prétendent toucher à peu près la même chose. Alors qu'il y en a un qui travaille effectivement, qui va au boulot, et l'autre qui reste à la maison dormir. Ouais. Je crois que le problème, c'est pas les aides sociales, c'est les salaires qui sont trop bas. Parce qu'aujourd'hui, on a déjà un SMIC qui a été un poil augmenté ces derniers mois, donc qui arrive à un peu moins de 1400 euros. Qui n'est pas en corrélation avec l'inflation. Qui est pas lié à l'inflation. Donc on a un SMIC qui est un poil augmenté, mais des prix après qui ont explosé. Ce qui fait qu'il y a énormément de petits salaires qui ont été rattrapés par le SMIC. Et donc, on a une espèce de smicardisation de la France qui est insupportable. Parce qu'il y a énormément de boulot, des gens qui sont payés au SMIC, quoi. Moi, mon premier salaire d'assistant social, il était pas loin de 1400 euros. Hein. Et donc, franchement, il y a vraiment la place des salaires et la manière dont on est payé qu'il faut revoir. Et je pense qu'il y a un truc à inventer, une espèce de grille mobile des salaires. C'est un projet de la CGT qui est très intéressant. C'est de se dire qu'on a un salaire en fonction de notre diplôme. Et donc, à niveau bac, on soit au SMIC, qu'à bac plus 3, on soit à tel niveau, bac plus 5, etc., etc. Ça, je pense que c'est intéressant. Avec après des choses sur la pénibilité, des choses sur les horaires, voilà. Mais ça, je pense que c'est intéressant. Et évidemment, les salaires indexés sur l'inflation, pour que ça puisse suivre le coût de la vie, parce que quand tout augmente sauf les salaires, ben là, c'est pas possible. Et donc, moi, je pense pas que le problème, ça soit les allocs. Le problème, c'est les salaires qui sont trop bas, quoi. Et il y a de plus en plus de salaires qui flirtent avec le SMIC. C'est ça le sujet, quoi. Vous parliez tout à l'heure de la jeunesse, vous parliez aussi de Bardella, que vous parliez également aux jeunes qui sont aujourd'hui en capacité de voter Bardella. Comment vous expliquez ce phénomène où aujourd'hui le Rassemblement national séduit énormément de jeunes? C'est le parti qui séduit le plus les jeunes aujourd'hui. Comment vous l'expliquez?
Je pense qu'il y a deux choses. En premier, il y a les politiques libérales qui se suivent et se ressemblent depuis trop longtemps. Il y a tous ces gouvernements successifs qui ont trop longtemps été au service des riches, au service des patrons, ça fait je ne sais combien de temps qu'on n'a pas obtenu de victoire. Voilà, moi je suis né sous Chirac. Voilà, maintenant on est sous Macron, je vous laisse faire la liste des présidents de la République depuis. Ça fait un bail qu'on n'a rien eu à fêter, quoi. Et on peut pas dire que sous François Hollande, c'était la fête, hein. Il y a une continuité des politiques libérales qui fait qu'on a l'impression que qu'on aille voter à gauche ou à droite, bah finalement, rien va changer, quoi. Et l'extrême droite arrive à faire croire que c'est une alternative. Donc ça, c'est le premier problème. C'est des politiques qui se suivent et qui se ressemblent. Le deuxième problème, c'est l'état de la gauche. C'est une gauche, j'en parlais, je l'ai cité, une gauche qui a trahi. Une gauche que je qualifie un peu de nombriliste, parce que elle tourne en rond, elle se regarde, elle parle qu'à elle-même, et elle est un peu dans un vase clos. C'est toute une gauche qui a créé une espèce de barrière de la langue entre la jeunesse, le monde du travail et les salariés et elle. Toute une gauche qui ne parle qu'à elle-même finalement. Et qui se complaît dans un espèce de confort militant. Un peu cette gauche-là, moi, elle me saoule. Et en vrai, elle me fait chier, on s'ennuie, quoi. On se retrouve, c'est toujours les mêmes. Et voilà, je pense qu'il faut sortir de ça, quoi. Il faut sortir de notre zone de confort. Il faut parler à tout le monde. Il faut sortir des grandes villes, sortir des grandes facs du pays. Voilà. Et ça va être dur. Parce que on l'a vu, là, quand on a beaucoup été aux côtés des agriculteurs, là, pendant les mobilisations. On a de plus en plus, là, les jeunes communistes qui se relancent dans des territoires ruraux. On a des fédérations qui se créent, là, dans la Sarthe, en Moselle, ou dans le Tarn, dans le Gers, dans l'Ariège, dans l'Aube, dans le Cantal, enfin voilà, dans des endroits où on nous attend pas forcément. Et c'est dur. C'est dur parce que dans tous ces endroits, la gauche a tellement fait de dégâts et le libéralisme qui fait que ça fait du temps à réussir à montrer qu'on peut incarner autre chose. Et je pense que nous, les communistes, on a toute notre place. Parce que dans beaucoup d'endroits, les jeunes qui sont obligés de prendre leur bagnole pour aller sur leur terrain de stage, qui sont obligés de faire des kilomètres pour aller bosser, ces jeunes-là, ils vont pas voter Jadot, quoi. Et je pense que pour tous ces jeunes, ce sera nous ou ce sera Bardella. Et donc, il faut qu'on fasse en sorte que ce soit nous, et c'est ce qu'on essaye de faire. Et c'est cette gauche-là, je crois, qu'incarne Fabien Roussel et qu'incarne Léon Desfontaines aux élections européennes. Mais le travail est dur. Mais c'est comme ça que je l'explique, quoi. Par la droite et une partie de la gauche qui incarne la même chose, un modèle libéral, la politique pour les patrons et pour les plus riches, et une gauche incapable de réussir à incarner une alternative. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire, mais le boulot sera long. Mais je crois qu'on est sur la bonne voie. Vous êtes la deuxième personne de gauche, entre guillemets, que j'interroge, qui fait ce constat, qui fait le constat de la gauche. Il y a eu Diana Badiop, la porte-parole du Parti Socialiste. C'est quand même c'est amusant d'ailleurs que ce soit le PCF et le PS qui fassent ces aveux d'échecs qu'il y a eu, de prendre en tout cas en compte les échecs pour pouvoir avancer. À la France insoumise, il n'y a pas d'échec. Bah, c'est pas si simple, parce que je crois que chez les chefs de la France insoumise, chez une partie des chefs, parce que un François Ruffin, il dit aussi ça. Une Clémentine Autain, elle est pas si loin. Enfin voilà, il y a quand même, je crois, un noyau dur de plus en plus petit à la France insoumise autour de Jean-Luc Mélenchon, qui est de plus en plus isolé, à gauche et chez les AFI. Et donc moi, je crois que leurs jours sont comptés. Cette gauche de la défaite et cette gauche du plafond de verre. Moi, je crois qu'elle est sur le déclin. Et donc, c'est pour ça que j'ai de l'espoir aussi. Pour en revenir à Bardella, est-ce que ce qui séduit aussi peut-être les jeunes, c'est parfois, on en pense qu'on veut, mais une mise en évidence du réel, dans le sens où parfois il dit des choses qui sont dans le quotidien des gens et qui n'a pas peur de le dire, quitte à être parfois caricaturé. Je pense notamment à l'insécurité. Aujourd'hui, parler d'insécurité, ça revient à être de droite très rapidement, parce qu'on peut déraper, on peut dire n'importe quoi.
Et c'est là où j'en arrive. Est-ce qu'on peut être de gauche et quand même parler de certaines problématiques? Ah ouais, bien on parlait sûr. d'insécurité, on parlait tout à l'heure d'immigration, parler aussi de choses qui ne vont pas sans être caricatural et sans aller tout de suite à accuser l'immigré. Ah bah il faut. Je pense que c'est nécessaire pour ce que je disais, quand je disais pour plein de gens, ça sera Bardella ou ce sera nous, ça passe par ça aussi. Parce qu'aujourd'hui, les premiers à subir l'insécurité, c'est les prolos. Les premiers à subir l'insécurité, c'est les habitants des quartiers populaires. Et donc pour eux, c'est la double peine. Parce qu'à la fois, ils subissent les politiques libérales, il y a de moins en moins d'écoles, le logement est dans des états déplorables, il y a des logements insalubres, il y a moins de transport, voilà, il y a moins de boulot dans ces quartiers et tout. Et en plus, ils subissent l'insécurité. Donc c'est la double peine. Et je pense qu'il faut répondre à ça. Et il y a pas longtemps, il y a Jérémy Bacchi, sénateur communiste des Bouches-du-Rhône, qui lançait l'appel de Marseille avec des acteurs, des acteurs marseillais, avec des associations aussi de mamans, de familles de victimes, je me demande s'il y a pas le curé de Marseille aussi, enfin quelque chose d'assez large pour dire qu'il faut un vrai plan de lutte pour la sécurité et la tranquillité publique, un vrai plan de lutte contre les narcotrafics. Et ça, il faut pouvoir le dire. Et donc, je pense qu'il y a des réponses de gauche à apporter là-dessus. Et quand on est de gauche, on peut parler de ça tranquillement, quoi. Quand il y a, je pense notamment des moyens pour la justice, pour la police, pour les douanes, pour pouvoir lutter contre les trafics. Ça, c'est un sujet. Aujourd'hui, il y a, en 2024, un tiers de moins de douaniers qu'en 1993. En 30 ans, on a coupé on a supprimé un douanier sur 3, quoi. Ça, c'est un truc de fou. Et ça, c'est à de gauche que de parler de ça, de moyens pour la fonction publique, pour les fonctionnaires. Ça, c'est un vrai sujet. Il y a aussi, je pense qu'il y a beaucoup de postes de policiers qui ont été supprimés. Il faut une police de proximité. Il faut des moyens pour la justice. Il faut aussi pouvoir lutter contre les gros bonnets, qui sont souvent planqués à l'étranger et qui font de l'argent sur les larmes et le sang des gens qui meurent dans les quartiers. Il faut aussi lutter contre les flux financiers. Ça, c'est possible de les retracer là où l'argent est blanchi. Et donc, ça veut dire un gros plan de lutte contre la fraude fiscale. Ça veut dire se fâcher avec des banques. Parce qu'il y a des banques qui sont très timides, voire complices sur ça. C'est aussi se hausser le ton avec des pays producteurs, exportateurs de drogue, qui là sont, soit c'est pareil, soit ils sont laxistes, soit ils sont complices. Je pense au Maroc, par exemple. Voilà. Tout ça, c'est des réponses de gauche sur l'insécurité. Et il faut le porter. Ça signifie aussi fermer les frontières. En partie, durcir, du moins. Ouais, je pense notamment pour les marchandises. Je pense, parce que là, oui, c'est un vrai sujet. Fabien Roussel, il y a quelque temps, et il avait raison, il parle de frontières passoires. Il y a des frontières passoires pour les marchandises, où on contrôle très peu, quoi. Il y a, je crois, 3% des marchandises qui arrivent par camion qui sont contrôlées. Ça, c'est un truc de fou, quand même. Donc, bien sûr, il faut remettre des contrôles à nos frontières pour empêcher la circulation des marchandises et tout ça. Parce que par contre, pour les humains qui fuient la misère, qui fuient la guerre, là, il y en a des contrôles. Mais par contre, pour les marchandises, c'est open bar. Ça, c'est pas possible. Il faut qu'on donne des moyens aux douaniers et aussi des moyens techniques, parce qu'avec des nouvelles technologies, il y a des manières de faire qui font qu'on peut être très efficace. Mais il faudra aussi des moyens humains, ça, on pourra pas le remplacer, quoi. Il y a un débat actuellement entre le droit du sol et le droit du sang. C'est la loi sur l'immigration qui avait soulevé ce débat. Qu'en est-il du Parti communiste? Est-ce qu'on est pour le droit du sol, est-ce qu'on est pour le droit du sang, ou est-ce qu'on est pour les deux? On en a pas mal discuté ces derniers temps, on en a beaucoup parlé avec la panthéonisation de Manouchian, parce que pour nous, derrière la panthéonisation de Manouchian, c'est une vision de la nation. C'était des étrangers, nos frères pourtant. C'était des gens qui sont pas nés en France, c'était des Arméniens, et qui sont morts pour la France. Et donc ça, c'est une certaine vision de la nation quand même. Quand c'est quelqu'un qui a demandé la nationalité française 2 fois, on lui a refusé, une fois parce qu'il était au chômage et une autre fois ça a été annulé à cause de la guerre. Voilà. Pour moi, c'est ça la nation. C'est un projet de société, c'est une vision commune. Et donc pour moi, on peut ne pas être né en France et être français d'adoption, et donc être français. Et peut-être parfois même être plus français que certains qui sont nés là, quoi. Moi, je pense je sais pas, je pose la question, est-ce que un grand patron qui
qui supprime des emplois, qui licencie des Français et qui va ouvrir des usines en Pologne, est-ce qu'il est plus français que des étrangers qui vont mourir pour la France? Est-ce que Bernard Arnault est plus français que Manouchian? Moi, je pense pas. Et donc, moi, je pense que c'est une vision, voilà, c'est une vraie vision de la nation derrière cette panthéonisation. Et c'est, voilà, il y a toute une résistance étrangère derrière Manouchian qui est morte pour la France et qui, je pense, était tout à fait français. C'est quoi être français? Être français, je crois, c'est adhérer à un projet commun, aux valeurs, à liberté, égalité, fraternité. Mais ça veut dire aussi se battre et défendre ce qui défend ses valeurs. Je pense il y a des originalités françaises quand même. Je pense la place des services publics, c'est pas dans tous les pays ça. Et je pense que les services publics, c'est le seul endroit où on nous traite à égalité, qu'on soit un homme, une femme, qu'on soit noir, blanc, métis, qu'on soit riche, pauvre. Ça, c'est une richesse française. Et je pense à la sécurité sociale aussi, c'est des créations françaises. Ça, c'est le CNR, c'est l'héritage de la résistance. Ça aussi, c'est une particularité française. C'est le fait qu'on cotise, c'est tout un système social. Et du coup, il y a je crois, quelque chose qui est très français, c'est savoir se battre aussi pour ça. C'est le fameux Gaulois réfractaire de Macron, quoi. Ça, je crois que c'est être français. Il y a aussi beaucoup de choses sur de la culture. Il y a une culture française, je crois, qui est large. Il y a une gastronomie française. Il y a beaucoup de choses qui sont propres au pays. Mais je crois que c'est avant tout les valeurs liberté, égalité, fraternité, et derrière tout ce que je disais, quoi, autour de la façon de l'incarner au quotidien. Avec quand je parlais des services publics, je pense aussi par exemple à l'école. L'école républicaine, quand même, c'est une chance, c'est une richesse française. Le fait d'avoir partout en France, bon, même s'il y a le sujet des écoles privées, mais globalement, une école qui fait en tout cas une promesse républicaine, qu'elle a de plus en plus de mal à tenir, mais une promesse républicaine de dire à chaque petit Français que demain, il pourra réussir grâce à l'école. Ça, c'est beau quand même. Même si l'école est malade et la République tient de moins en moins ses promesses. Mais je pense que cette République française et tout ce qui va avec, ça fait partie des richesses du pays qu'il faut préserver. Alors justement, on va arriver à l'école et on va parler un peu de laïcité, si vous êtes d'accord. Mais juste avant, j'aimerais revenir sur les 2000 ans d'histoire de France. La France a un héritage chrétien qui est. Est-ce qu'on l'efface par rapport à la République ou est-ce qu'on le prend quand même en compte pour construire l'avenir de la France? Bah ça, je crois qu'on a réglé la question en 1905 avec la séparation de l'Église et de l'État. Voilà, après, moi, je suis le premier, quand je me promène dans une nouvelle ville ou quoi, à rentrer dans une église pour regarder, parce que je trouve ça magnifique. Et ça fait partie de l'héritage du pays, quoi. Donc, des vieilles bâtisses qui ont des centaines d'années, moi, je trouve ça magnifique, quoi. Et donc, ça fait partie de notre histoire. Après, par contre, de dire que la religion doit rester où elle est, et que les églises, au sens large, les religions doivent rester dans la sphère privée, ça c'est quelque chose auquel je suis très attaché. Et donc, dire qu'aucune religion n'est au-dessus des lois de la République, ça c'est central pour nous les communistes. Et pour moi, il y a, par exemple, on parlait de l'école, toutes les écoles privées religieuses hors contrat. Nous, demain, on est au pouvoir, c'est fini ça. Les écoles privées hors contrat, c'est terminé. L'école, c'est l'école de la République, c'est la même pour tout le monde. Et donc, des écoles où derrière les murs de l'école, on a nos enfants, les enfants de la République, qui ont des enseignements dont on ne sait pas le contenu, c'est inacceptable. Et donc, pour moi, la place de l'Église et de l'État, voilà, elle est réglée depuis 1905, c'est séparation claire, et ça marche pour le catholicisme, ça marche pour le judaïsme, ça marche pour l'islam. Mais si on reste sur cette logique, il faudrait aussi arrêter toute construction de lieux de culte. On arrête toute nouvelle construction de lieux de culte. Bah je sais pas, parce que la laïcité, c'est aussi permettre à tout le monde de pratiquer son culte dans le respect des autres et compagnie. Donc je sais pas, moi je suis jamais opposé à des projets de rénovation, d'entretien des églises, des trucs comme ça, mais même des mosquées ou des synagogues. Hein.
Moi, ça me choque pas. Même quand il y a des moments un peu de tension, qu'il y ait des policiers, donc des agents de la République qui aillent faire des patrouilles devant des synagogues, devant des mosquées, moi, ça me choque pas. Parce qu'il faut aussi protéger nos concitoyens de confession musulmane, juive ou chrétienne quand ils se sentent menacés. Donc moi, ça me choque pas. Le tout, c'est que les lois de la République sont au-dessus des lois religieuses. Ça, c'est central. Et donc là, les récentes polémiques là sur l'imam qui a été expulsé, pour moi, ça, moi, je trouve que son expulsion est justifiée. Il prétendait, mais comme des catholiques avant lui, que les lois de l'islam étaient au-dessus des lois de la République. Ben non. Ou comme des milices catholiques qui vont essayer de faire interdire des spectacles, interdire des films. Ben non. Sachant que c'est un peu plus facile pour les Français de confession catholique, puisque les lois françaises sont inspirées de la tradition catholique française. Donc c'est peut-être aussi plus simple pour eux de vivre dans un pays qui s'en est inspiré, plutôt qu'effectivement de personnes de confession juive ou musulmane en France. Ouais, c'est clair. Mais pour moi, il y a l'histoire, il y a l'héritage, mais aujourd'hui, dans la société telle qu'elle est, dans le monde qu'on est aujourd'hui en 2024, c'est laïcité sans adjectif. Laïcité tout court. J'aimerais qu'on arrive aux élections européennes. Ouais. Les élections européennes sont en cours. Étonnant de la part du PCF, étonnant non, mais en tout cas c'est une voix qui résonne de plus en plus par rapport aux programmes qui sont proposés aujourd'hui par les différents partis. C'est l'un des rares qui s'oppose assez frontalement quand même à l'Union européenne. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Ouais, bien sûr. Pour nous, l'Union européenne, elle incarne quand même beaucoup de choses qui emmerdent les Français. Le libéralisme, la mise en concurrence des travailleurs, le libre-échange, la concurrence, quand même. Le fait qu'aujourd'hui, on ait des entreprises qui puissent facilement délocaliser ce qui était produit ici et produit en Pologne. Toutes les usines à Amiens là qui ont fermé, Goodyear, ça quand même c'est l'Union européenne. Et dès le début, parce que au tout début, un des actes fondateurs de l'Union européenne, c'est la communauté commune là du charbon et de l'acier. Là, c'est carré. Ça, c'est le début du libre-échange et le début des problèmes. Parce que c'est les travailleurs qui ont été mis en concurrence et qui en ont fait payer les frais. Et donc, par exemple, on parle de l'Ukraine dans l'Union européenne. Pour moi, ça c'est fou, c'est hors de question. Le SMIC en Ukraine, je crois qu'il est à 50 €. On veut être demain en concurrence avec des gens qui sont à 50 €. Je pense que c'est une folie. En tout cas, ça se fera pas du tout dans l'intérêt du monde du travail. Ça, c'est un sujet. Et qu'on puisse avoir des produits, notamment agricoles, en concurrence avec les produits agricoles français, ça c'est aussi fou, quoi. D'avoir des produits qui sont fabriqués dans des conditions déplorables, où ces manières de produire sont interdites en France, qu'on va aller les mettre en concurrence, ça c'est fou. Donc l'Union européenne, c'est le libre-échange, c'est la concurrence entre les travailleurs, et pour moi, c'est pas dans l'intérêt des Français. On l'a vu, dès qu'on donne l'occasion aux Français de s'exprimer sur le sujet, ils le font sans équivoque, quoi. Le dernier gros vote, c'était 2005. Ça date maintenant, ça va faire 20 ans. Mais les Français ont été clairs. Ils en voulaient pas. Et donc, on s'est bien assis dessus, quoi. Pourtant, en parallèle, les candidats qui proposent le Frexit, ils n'existent presque plus aux élections européennes. Je pense même au Rassemblement national qui aujourd'hui ne propose plus du tout la sortie de l'euro. Presque aucun parti aujourd'hui qui fait un score assez viable ne propose la sortie de l'euro. Ouais, mais il y en a beaucoup qui parlent de sortie des traités. Et finalement, l'Union européenne, moi je crois que c'est surtout l'addition de traités. Et donc quand on dit sortir des traités, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit pas finalement voilà, nous on dit que de toute façon il va falloir construire toute autre chose. Il va falloir construire une autre Europe. Et donc pour moi, c'est sortir des traités, c'est évident, et ne pas respecter les règles austéritaires européennes, pouvoir investir dans les services publics. Quand l'Europe va nous dire de mettre en concurrence le train, de mettre en concurrence, encore plus qu'aujourd'hui, mettre en concurrence l'hôpital public, je pense qu'il va falloir lui dire non. Et donc, une fois qu'on a dit tout ça,
Est-ce que qu'est-ce qui restera de l'Union européenne? Je crois pas grand-chose. Et donc à ce moment-là, il sera grand temps de inventer de nouvelles coopérations et finalement faire une Europe des peuples et pas une Europe des banquiers. Parce que cette Europe-là, nous, on n'en veut pas. Mais si demain on met fin au traité, autant sortir de l'Europe. Bah peut-être que ça va se poser, hein, franchement. Moi, je fais pas de la sortie de l'Union européenne une revendication phare parce que je trouve ça pas très intéressant. Mais par contre, je crois que quand on a de la cohérence, quand on dit sortir des traités, quand on dit qu'on veut pas du libre-échange, quand on dit qu'on veut inventer toute autre chose et inventer une nouvelle coopération, faire quelque chose avec, une fois qu'on aura fait tout ça, à côté de ce qui restera de l'Union européenne, bon ben, s'il y en a qui veulent appeler ça Frexit, ils peuvent. Et comment on fait durant cette fraction de temps pour empêcher la délocalisation dont on parlait tout à l'heure? Est-ce qu'on nationalise, in fine, les entreprises? Qu'est-ce qu'on fait pour empêcher, en fait, cette fuite? Pourquoi pas, hein. Moi, je pense en tout cas que si des actionnaires, des patrons, eux, ils font leurs petits calculs et c'est normal. Ils font leur business, quoi. Ils calculent, ils disent, ben moi, la prochaine Renault électrique, ça me coûte moins cher de la produire là-bas qu'ici. Très bien, ben je le fais. Mais par contre, nous, État français, on n'a pas du tout intérêt à ça. Et à la fois pour produire une voiture électrique à bas coût, pour que les Françaises et les Français puissent se l'acheter, et aussi pour créer de l'emploi, parce que on en a besoin. Et puis en plus, c'est aussi une aberration écologique de fabriquer à l'autre bout du monde ce dont on a besoin ici. Donc nous, on pense que c'est central de relocaliser la production, relocaliser notre industrie, et ça commence par arrêter de laisser partir les productions. Et donc nous, c'est sûr que on empêchera ça, soit avec de la nationalisation, ou soit avec un rachat d'actions, mais en tout cas, on laissera pas faire et on ira au rapport de force avec les grandes entreprises qui veulent le faire. Si elles veulent partir à l'étranger, qu'elles le fassent. Mais par contre, les salariés restent ici. Les machines, elles restent ici. Les usines, elles restent ici. Si eux, ils veulent aller ouvrir une usine en Pologne, qu'ils y aillent. Mais par contre, le capital, il reste là. C'est ce qu'on appelle une réquisition? Pourquoi pas? Ça peut. En tout cas, nous, on pense que les moyens de production, si le patronat veut les abandonner, nous, on est prêt à les garder. Et donc, que ça soit au service des salariés. Il y a plein de belles histoires comme ça, là, de salariés où les actionnaires ont voulu se barrer, et de salariés qui ont repris leur usine, qui l'ont fait tourner. Je pense il y a une entreprise de thé, là, Éléphant, enfin, et qui a été repris par les salariés. Maintenant, ça s'appelle 1336. Parce qu'ils ont eu, pour en arriver là, 1336 jours de grève. Et du coup, jour de lutte. Et donc, voilà, il y a plein de belles histoires comme ça. Il y a aussi une usine à Amiens, si je me souviens, qui vendait des pneus et qui avait effectivement repris l'usine. Ouais, c'est ça. Il y a une entreprise de montres aussi, dont j'oublie le prénom, mais qui a fait la même chose. Hassan Lakioul, merci. Avec plaisir. J'aimerais quand même vous laisser le mot de la fin. Quel message vous voudriez vous faire passer aujourd'hui? Moi, c'est dire que si on s'engage pas en politique, d'autres le feront pour nous, et que je pense qu'il n'y a pas de fatalité, et les défaites, le fait d'avoir la droite qui gagne tout le temps, le patronat qui nous fait tout le temps du mal, les guerres, les bas salaires, l'inflation, ça c'est pas une fatalité, et que si on arrive à reprendre la main en France et en Europe sur l'économie, sur la manière d'organiser nos vies, c'est possible, et que construire les jours heureux, construire d'horizons meilleurs, c'est à notre portée. Pour ça, il faut s'engager, il faut s'organiser, il faut lutter, et c'est tout à fait possible. Et en plus, c'est émancipateur et ça fait du bien. Merci encore à vous. Avec plaisir. À très vite. Ouais.